Alors, bonjour tout le monde. Je veux tout d'abord vous remercier de l'invitation parce que cette question de la sécurisation des trajectoires professionnelles, ça fait de nombreuses années que j'y travaille et je trouve que c'est un enjeu absolument déterminant pour le monde du travail, le monde de l'emploi. J'ai plus qu'un préjugé favorable à l'endroit des syndicats. J'ai moi-même déjà travaillé comme chercheur il y a de nombreuses années. Alors, écoutez, la question du travail, de l'emploi, des politiques sociales, c'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est tenter de dresser un tour d'horizon, si on veut, de cette thématique qu'on appelle la sécurisation des trajectoires professionnelles ou parcours de vie, comme vous l'appelez plutôt ici. Peu importe la terminologie, l'idée, c'est de tenter de comprendre à quoi ça rime, à quoi ça correspond. Donc, il va y avoir dans un premier temps des définitions que je vais donc vous présenter. D'abord, un petit peu introduire ça dans le champ de ce qu'on appelle les politiques publiques de l'emploi, parce que c'est de ça que ça ressort. J'amènerai des définitions et je présenterai un programme qui s'appelle les marchés transitionnels du travail, qui viennent donner un petit peu corps à l'idée de sécurisation. Ensuite, je vais présenter quelques éléments de diagnostic pour le Québec, c'est-à-dire où on voit des problèmes qui ont trait à ce qu'on appelle des transitions critiques, c'est-à-dire des passages qui font en sorte qu'on peut se retrouver avec des difficultés d'insécurité économique. Et je terminerai avec des pistes d'action et des éléments que je vous lancerai pour le débat, parce qu'il y a beaucoup de débats sur ces questions-là, et je suis loin moi-même d'avoir fait le tour de l'ensemble de ces questions. Alors, premièrement, de quoi parle-t-on quand on parle de sécurisation des trajectoires? On est déjà dans ce qui s'appelle les politiques publiques de l'emploi. Déjà, une définition de ce qu'est une politique publique. Alors, une politique publique, c'est déjà une intervention des pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça concerne l'État. C'est le gouvernement qui est sollicité au premier chef pour agir. C'est ça que ça signifie. Régulatrice, ça veut dire qu'on considère que ce gouvernement a un impact direct sur l'économie. C'est ça que ça signifie aussi. Alors, on choisit, on met en œuvre des moyens d'intervention dont on considère qu'ils doivent être efficaces et à résultats évaluables. Alors, qu'est-ce que déjà ça veut dire? Ça veut dire que dans les politiques publiques, il y a différents temps. Il y a le temps où on les conçoit, il y a le temps où on les met en œuvre, et il y a le temps où on les évalue. Toutes ces questions, toutes ces étapes-là sont importantes. La politique publique veut résoudre des problèmes qu'on juge évidemment important de régler, et on considère aussi que ceux qui mettent en œuvre ces politiques ont une expertise pour le faire. Je vais attirer votre attention sur l'idée de résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes, ça ne tombe pas du ciel. Résoudre des problèmes, ça veut dire déjà qu'on a eu un cadre d'analyse qui nous permet de dire que telle chose est un problème et que telle autre chose n'est pas un problème. Alors ça, ce n'est pas du tout objectif comme exercice. Dire que, par exemple, l'inégalité sociale est ou n'est pas un problème. Dans certains cadres d'analyse, on dira oui, on dira non. Dire que l'insécurité économique également est ou non un problème, bien, là encore, il faut avoir un cadre d'analyse spécifique pour considérer que c'en est un. Dans quel contexte émerge cette thématique de la sécurisation? C'est dans les années 90, ça fait déjà un bon moment. Donc, au milieu des années 90, on commence à s'interroger sur l'ensemble des garanties, des droits qui sont accordés dans le cadre des conventions sociales, du droit du travail ou de la négociation collective. Et on considère qu'il y a de plus en plus donc, de flexibilisation qui s'opère. Vous connaissez ces termes de flexibilité. Il y a en même temps une précarisation qu'on observe dans le monde de l'emploi. Vous connaissez toutes ces choses-là. Et donc, on s'interroge dès lors sur la façon de constituer des droits qui permettraient de faire face à ces nouvelles réalités de l'emploi qu'on va appeler des mutations du monde de l'emploi. La sécurisation des trajectoires, et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pensez parcours de vie, là, c'est identique. Ça permet de mettre en évidence que la sécurité économique, c'est un problème de premier plan. C'est ça que ça veut dire. Quand on parle de politique sociale, quand on parle de politique de l'emploi, on n'est pas dans le domaine strictement du social. On est également dans le domaine de l'économie.
C'est important de le comprendre, ça aussi, parce que si c'est dans le social, ça a tendance à être mis de côté et à être considéré comme étant de second ordre. Bien, ce n'est pas le cas. Les politiques qui portent sur l'emploi et la protection sociale et l'articulation emploi-famille, toutes ces politiques ont une dimension économique tout à fait importante. Il faut déjà le reconnaître et ça nous permet de nous placer sur le même terrain que nos vis-à-vis qui ont tendance à faire penser que l'économie, ce n'est que des questions reliées à la productivité, reliées au libre-échange, reliées à la politique monétaire, reliées à tout ce qu'on entend autour de nous comme étant l'important, l'économie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment essentiel de le préciser. Alors, quand on parle de sécurisation, on dit que la sécurité économique des travailleurs et des travailleuses, c'est central pour le fonctionnement de l'économie. C'est ça qu'on est en train de dire. Et on dit qu'il faut revoir les politiques de l'emploi pour assurer à la main-d'œuvre une meilleure sécurité économique. C'est le point de départ. Ça concerne tous les acteurs du champ des relations industrielles. Si on parle de politique publique, c'est l'État par définition, mais ça engage également les entreprises, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, qu'elles soient d'associations sociales. Ça engage aussi les salariés, ça engage l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Alors, ça concerne vraiment les pratiques de tout un chacun au sein de la société, individuellement ou dans nos collectifs respectifs. Autre point, donc, définition des termes. Quand on a parlé de sécurisation, on a modifié un peu la vision. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'une vision où on regardait les choses de façon statique. Hein? On est dans une position précise, on occupe tel type d'emploi, ou on est en chômage, on occupe tel type d'emploi, ou on est en formation, ou on est à la maison en train de s'occuper d'un parent malade ou des enfants. Bon, on regardait ces situations-là comme étant cloisonnées, les unes par rapport aux autres. Avec l'idée de sécurisation, c'est la perspective de trajectoire qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que ces positions en emploi, on commence à les regarder dans leur séquence. Et ce sont des parcours qui apparaissent. Alors, du coup, on passe d'une vision qui est en termes de stock à une vision où c'est plus dynamique, qu'on appelle donc une vision en termes de flux, où on s'interroge sur les mouvements qui se passent au sein de la main-d'œuvre et comment on passe alternativement d'une situation à une autre. On passe du court terme au long terme aussi. Hein? C'est quand on regarde une trajectoire ou un parcours, évidemment, ça ne peut pas s'apprécier dans un temps très restreint. Il faut examiner ça sur le long terme. Alors, professionnel, comprenez-le aussi comme étant large, c'est-à-dire qu'on parle de l'aménagement aussi des temps sociaux. Quand je dis professionnel, je parle de l'emploi, de la famille, des études, de la formation et de l'engagement citoyen. Ça va jusque-là. Quand on réfléchit à la manière d'aménager ces différentes sphères de la vie où nous sommes tous et toutes impliqués à un moment ou à un autre de notre vie, bien, il faut voir l'ensemble. C'est vraiment une totalité qu'il faut examiner. Une autre perspective, une autre dimension qui est très importante, qui a toujours existé dans l'approche en termes de sécurisation, mais qui est devenue encore plus prépondérante ces dernières années, c'est la dimension de genre, au sens où ces trajectoires, elles sont inscrites, elles sont saisies à partir des logiques qu'on qualifie associées à la division sexuelle du travail, qui est un terme académique qui veut simplement dire qu'il y a eu historiquement donc une division du travail domestique réservé aux femmes, une division du travail social, le travail domestique réservé aux femmes et le travail en emploi réservé davantage aux hommes, même si ça a évolué, on le sait, depuis une centaine d'années et encore plus récemment depuis 40 ou 50 ans. Il n'en demeure pas moins qu'on est encore dans une société où la division sexuelle du travail demeure. Alors, la question des trajectoires doit prendre en compte cette dimension. Et de quelle façon ça se fait? C'est en considérant justement que les transitions doivent être examinées d'un point de vue différencié. Hein, c'est ce que ça veut dire. Ça rejoint les préoccupations pour l'analyse différenciée selon le sexe. Ça signifie qu'on examine, on porte une attention particulière, notamment au fait que les transitions des femmes sont beaucoup plus ancrées, et là, je ne surprendrai personne, dans l'espace de la famille. Alors, de façon générale, il y a eu des programmes qui ont tenté de donner corps à cette idée de sécurisation, parce que quand on parle de sécurisation des trajectoires professionnelles, on est vraiment dans quelque chose d'assez conceptuel, hein, ça reste quand même assez abstrait. Alors, quels sont ces programmes? Il y a la flexicurité,
qui peut-être vous dit quelque chose, qui est associé davantage à ce qui a été fait en Europe, parce que c'est beaucoup la Commission européenne qui est en charge de ce qu'on appelle la stratégie européenne pour l'emploi, qui a intégré cet item de flexsécurité dans sa façon de faire, et ça a beaucoup d'impact sur la manière dont les politiques sont menées maintenant dans tous les pays qui sont membres de l'Union européenne. Et de manière générale, on est assez critique sur la flexsécurité parce que, d'abord, vous voyez, ça consiste à considérer qu'il faut concilier flexibilité, qui veut dire, le plus souvent, à tout le moins, liberté des employeurs, et sécurité. Ça tend à donner l'impression qu'il y a une symétrie entre les deux, qu'il y aurait flexibilité, sécurité, c'est au même niveau, alors qu'on sait pertinemment que la relation salariale, au contraire, elle est construite sur une asymétrie entre les employeurs et les salariés. Qui a le gros bout du bâton? Bien, ce sont les employeurs, c'est pas compliqué. S'il y a des institutions, des relations industrielles qui existent à travers les lois sur le travail, à travers la sécurité sociale, à travers la négociation collective, à travers donc toutes les organisations syndicales, c'est précisément pour contrer la symétrie de la relation salariale. C'est ça les éléments fondamentaux des relations industrielles. Donc, la flexsécurité qui tend à dire qu'on est c'est du donnant-donnant avec même rapport de force, ça a donné des mauvais résultats, et ce n'est pas pour rien, c'est déjà inscrit dans sa conception même. Marché transitionnel, c'est une vision qui est un petit peu plus issue, si on veut, du milieu de la recherche, qui est conduite aussi par de nombreux groupes en Europe, et dont on parle aussi quand même plus au-delà de l'Europe, y compris au Québec. Alors, on définit ce programme-là comme ayant trait à l'aménagement systématique et négocié de l'ensemble des positions d'activité au sens large, traditionnellement considérées comme les marges de l'emploi et qui deviennent des transitions. Je vous montrerai tout à l'heure un encadré qui précise un peu les choses, mais l'idée, c'est un peu de dire que, tout comme j'expliquais avec ce que signifie la sécurisation, il faudrait faire en sorte, on doit tenter de faire en sorte d'aménager l'ensemble des transitions d'une manière qui est systématique, c'est-à-dire en considérant toutes les transitions que j'expliquerai plus en détail plus loin, et de façon négociée. C'est-à-dire que l'idée de négociation, elle est vraiment transversale à toutes les idées de sécurisation, à tous les programmes de sécurisation. On peut associer aussi la sécurisation des trajectoires à ce programme de travail décent que vous connaissez, qui est mené, donc piloté à partir de l'Organisation internationale du travail. Et il y a aussi des plateformes syndicales. Elles sont nombreuses. Il y en a au moins 3. Ce sont des exemples intéressants de plateformes qui ont été développées en France depuis un bon moment. Et quand on avait travaillé justement avec Normand et puis François sur les questions de sécurisation à l'Université Laval, on avait invité des représentants des organisations syndicales françaises qui étaient venus précisément nous présenter leur plateforme. Alors, ça avait été une rencontre tout à fait intéressante en 2008. Mais donc, pour vous dire qu'il y a aussi, du point de vue syndical, des agendas de sécurisation qui sont très structurés, très intéressants, qui donnent plein d'idées pour justement réformer les politiques publiques. Alors, oups, on va reculer. Voilà. Marché transitionnel, donc, je vais me pencher un petit peu plus sur ce programme. Donc, ça provient, je vous l'ai dit, de travaux plus d'universitaires, d'économistes du travail, allemands et français, qui avaient mis sur pied donc une série de travaux dans le cadre d'un réseau d'organismes de recherche européens dans le but précisément de développer des politiques de sécurisation des trajectoires. Et c'était impulsé essentiellement par le fait qu'on constatait que les politiques de lutte contre l'exclusion étaient très peu efficaces et qu'il fallait tenter de trouver autre chose. Et à partir de là, il y a eu donc une réflexion qui s'est élargie et qui a fini par déboucher sur des propositions de réforme des politiques publiques de l'emploi de manière très large, mais aussi de pratiques de gestion de main-d'œuvre. Alors, aménagement systématique et négocier des transitions, ça veut dire qu'on appréhende dans une perspective globale toutes ces transitions qui peuvent se dérouler dans le cadre de l'emploi, autour de l'emploi ou hors emploi, très largement. Alors, période de formation, congés parentaux, travail à temps partiel, pré-retraite. Vous voyez l'encadré ici qui permet justement, c'est Gunther Schmidt, l'économiste allemand dont j'ai parlé
donc qui est associé à la recherche sur les marchés transitionnels. Vous voyez que lorsqu'on se représente comme ça, les champs de transition, en distinguant au milieu l'emploi, ce qui est appelé le marché du travail, vous voyez qu'il y a des flèches au sein même de ce premier rectangle qu'on a pour montrer qu'au sein de l'emploi, il y a divers changements qui s'opèrent. Ça peut être des passages du temps plein au temps partiel, ça peut être du travail précaire au travail l'accès à un travail qui est typique, ça peut être différents types de transitions, mais elles s'opèrent déjà au sein, il y en a de nombreuses qu'on peut capter au sein même de l'espace de l'emploi. Sont associées donc à cet espace de l'emploi des transitions qui ont trait à l'éducation, au chômage, à la famille, ce que vous voyez en haut de l'encadré, ou du côté droit, à la retraite. Donc, c'est comme si on prenait, on essayait de faire une cartographie, en quelque sorte, de toutes les étapes qu'un individu peut traverser dans sa vie et qui permet, donc, cette cartographie d'essayer d'analyser de quelle façon on peut faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un passage qui s'opère d'une situation à l'autre et tout au long de la vie, du parcours de vie, on va tenter de sécuriser d'un point de vue économique, donc, les transitions. C'est ça l'idée vraiment à la base, qui est à la base de cette approche. Alors, c'est préventif. C'est vraiment très important de voir cette dimension-là. L'approche préventive, vous le savez également, quand on pense au domaine de la santé, on sait à quel point c'est essentiel, à quel point c'est primordial de procéder par le biais de politiques préventives. On s'évite vraiment beaucoup plus de problèmes à long terme quand on sait intervenir de façon précoce par rapport à différents problèmes sociaux. Alors, la prévention, ça vaut également dans le domaine de l'emploi. Il y a des transitions qui sont critiques si elles conduisent à la précarité, à la pauvreté ou à l'exclusion. Si elles conduisent, elles vont vulnérabiliser les salariés ou les travailleurs et travailleuses. Alors, il est clair qu'il faut tenter d'éviter qu'elles se produisent. C'est vraiment le principe d'action qui va guider donc l'élaboration des politiques publiques. On dira également qu'on tentera d'équiper le marché pour qu'il serve les gens plutôt que d'équiper les gens pour qu'ils affrontent le marché. On voit très bien le retournement de perspective. Équiper le marché, ça veut dire qu'on considère qu'on peut agir sur les structures, sur les institutions, sur l'organisation du travail, par exemple, pour faire en sorte qu'on va éviter des problèmes. Et ça vaut pour tout. Et ça, dans cette perspective-là, ça signifie que ce n'est pas le salarié ou la salariée qui a besoin constamment de se sentir responsable et de devoir avoir son bagage de formation, d'employabilité pour s'assurer qu'elle n'aura pas de problème d'insécurité économique. Ça signifie qu'on fait porter la responsabilité sur les institutions. C'est le point que vous voyez, le troisième qui est indiqué là, ce sont les carences institutionnelles qu'on met en perspective et non pas les carences individuelles, comme on a tendance à le faire beaucoup trop souvent quand on parle de travail et d'emploi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire sécuriser, ça nous oblige à faire en sorte que la société ait une réflexion sur elle-même et sur tous les dysfonctionnements qu'elle rencontre dans ses institutions de base, ça veut dire l'emploi, la protection sociale et la famille, qu'on doit regarder ensemble, comme on l'a vu précédemment. C'est processuel au sens où on tentera de comprendre la logique des dynamiques. On ne s'intéressera pas seulement à des résultats, mais à une dynamique de fonctionnement, et c'est à partir de là qu'on pourra mieux saisir où sont les causes des difficultés. À chacune des transitions, on voudra donc apporter une sécurisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on tentera d'associer ces transitions à une garantie de rémunération ou d'indemnisation. Alors, c'est vraiment une sécurisation qui doit se faire d'abord et avant tout sur une base financière. Cette perspective des marchés transitionnels du travail, c'est précisément ce qu'elle a cherché à faire, donc à offrir davantage de droits aux salariés en structurant des mobilités sécurisées, et qui dit sécurisé dit négociation, donc des mobilités négociées, de telle sorte qu'on renouvelle les bases de la sécurité économique eu égard à toutes ces mutations de l'emploi qu'on observe depuis un bon moment. Je vais tenter de vous donner quelques exemples à travers des éléments de diagnostic sur la situation du Québec. Dans le cas du Québec, on sait qu'on a donc une faible qualité de l'emploi. Des emplois de mauvaise qualité, on l'a vu notamment avec donc, la prolifération des statuts atypiques. Ça fait longtemps que c'est dénoncé. Là, je mets une référence que vous connaissez de 2003, qui
qui est très, très connu. On a examiné précisément en quoi le personnel atypique, tous les salariés ou les personnes en emploi, le travail indépendant également, donc qui sont dans des situations de travail dit atypique par rapport à une norme, ont des problèmes de protection sociale, ont des problèmes de couverture dans les conventions collectives, ont des problèmes de tous ordres qui font en sorte qu'ils sont insécurisés et sont discriminés d'une certaine manière également. Donc, ces emplois de mauvaise qualité, bien, il y a des politiques publiques qui vont faire en sorte de les accroître. Il n'y a pas que des pratiques de gestion de main-d'œuvre. Les premiers à examiner dans le cadre quand on parle de travail atypique, il faut aller regarder les pratiques de gestion de main-d'œuvre. Tant au sein de l'emploi public, hein, des organismes publics, du gouvernement, donc que de l'emploi privé. Ce n'est pas uniquement les entreprises privées qui précarisent. Donc, il faut aller regarder ces pratiques de gestion de main-d'œuvre qui vont faire en sorte qu'on insécurise et qu'on crée le travail atypique. Mais au-delà de ça, les politiques publiques interviennent. La prime au travail, qui est un crédit d'impôt qui vient supplémenter les faibles revenus de travail, hein, quand on occupe un emploi au Québec qui offre donc un salaire relativement bas, vous allez avoir cette prime au travail qui va augmenter le niveau de revenu que vous touchez. Bien, cette prime au travail, elle fait en sorte de déresponsabiliser les employeurs par rapport à la qualité de l'emploi et par rapport à de bons salaires. Parce qu'en clair, le gouvernement est en train de faire de l'assistance employeur en payant une partie d'un salaire qui devrait normalement être payé, à mon sens, par les employeurs. Donc, ça signifie bel et bien qu'on est en train d'agir, sans que ça paraisse, pour créer, entretenir des emplois à, faible niveau de sécurité, puisque les salaires sont faibles. Alors, c'est un exemple, si on veut, d'effet de politique publique sur des situations qu'on observe autour de nous. Le risque, il y a un risque actuel. Vous savez qu'actuellement, le gouvernement, Couillard a dans sa boîte à outils un projet de revenu minimum garanti. On a souvent l'impression, quand on entend cette proposition, que c'est quelque chose d'extraordinaire et de très prometteur. Je vous mets absolument en garde et je pourrais en parler un petit peu plus longtemps, peut-être tout à l'heure, durant la période d'échange qu'on aura. Mais c'est une proposition qui est très, très dangereuse en regard de la question de la sécurisation des trajectoires professionnelles. Sécurité sociale. L'exemple de l'assurance-emploi qui explique qu'est-ce que ça veut dire la prévention quand on parle de sécurisation. J'ai parlé d'emploi. Voyons donc cette autre sphère qui est rattachée à l'emploi, qui est celle de la sécurité sociale. Tous nos programmes d'assurance sociale, assurance chômage, assurance indemnisation du travail, congé parental, régime des rentes du Québec, tout ce qui s'appelle l'assurance sociale est totalement articulé à l'emploi parce que ce sont des programmes qui offrent un remplacement du revenu antérieur. Donc, il faut avoir été en emploi pour y avoir droit. Alors, on sait que l'assurance-emploi a été fortement touchée et donc on a réduit beaucoup les protections associées à ce régime depuis les années 90. Vous savez, comme moi, que le taux de couverture aujourd'hui, le pourcentage donc des personnes touchant une indemnisation par rapport au nombre de chômeurs, le ratio a diminué de façon énorme depuis donc, les années 90. On est passé de 95,5 à 44,5 Quelquefois, on a des ratios plus bas, mais peu importe, on voit vraiment une dégradation très claire. Les femmes affichent des ratios d'ailleurs plus importants, c'est-à-dire plus faibles, pardon. Elles sont pénalisées dans le cadre de l'assurance chômage. Ça avait été documenté par la Commission nationale sur l'assurance-emploi qui avait été mise sur pied par le gouvernement Marois. Donc, ce sont des problèmes majeurs dont vous avez parlé souvent ici, sans aucun doute, et dans le cadre de vos organisations respectives. Donc, mais ces carences à l'assurance-emploi, ce qu'on voit moins, c'est qu'elles sont, elles sont responsables en bonne partie de transition critique vers l'aide sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui n'ont pas ou qui n'ont plus accès à l'assurance-emploi, où vont-ils aller dès lors qu'ils n'ont plus une protection du régime d'assurance-emploi? Ils ne vont pas se volatiliser dans la nature, ces gens-là. Ils vont devoir aller cogner à une autre porte, puis cette autre porte, c'est celle de l'aide sociale. Parce que c'est le programme qui est le terminus dans notre système de sécurité sociale. Lorsqu'on regarde les chiffres, c'est très, très clair. Quand on voit que ce sont les données
pour les nouveaux arrivants, les ménages nouvellement admis au programme de l'aide sociale, selon la raison de la demande. Alors, vous voyez que 16% des ménages sont arrivés à l'aide sociale en raison de la fin de leur prestation d'assurance-emploi, que 20% y arrivaient parce qu'ils perdaient leur emploi sans avoir droit à une indemnisation, que 7,5% des ménages y arrivaient parce que les prestations d'assurance-emploi étaient insuffisantes. Si vous occupez un temps partiel et que vous avez 55% de votre comme taux de remplacement, bien entendu, il n'y aura pas une indemnisation très, très généreuse. Donc, le régime ne fait pas le travail. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, 43,5% en réalité, pour 43,5% de ces ménages, l'aide sociale, en réalité, c'est une assistance chômage. C'est ça que ça veut dire. Mais assistance chômage avec dégradation du statut. Hein? L'assurance-emploi, en principe, lorsqu'elle fait bien le travail, elle est censée garder, le marchepied doit être assez près du statut d'emploi. C'est-à-dire que dans certains pays où on remplace à hauteur de 85% le salaire antérieur, si vous perdez votre emploi, c'est difficile, mais ce ne sera pas une descente aux enfers comme ce qu'on connaît ici. Hein? Vous allez quand même maintenir un certain niveau. Si on doit aller à l'aide sociale, ça veut dire que là, on descend littéralement. Hein? Et c'est un problème majeur. Bien, ça, c'est un exemple comme quoi le fait de ne pas consolider un programme comme celui d'assurance chômage, en termes de sécurisation, quand on regarde la trajectoire que va suivre ensuite l'individu, bien, ça va faire en sorte précisément que les gens vont être vulnérabilisés dans leur trajectoire. Alors, il est clair que les politiques qu'on a adoptées à l'égard de l'assurance-emploi et de l'assurance chômage avant étaient absolument désastreuses en termes de sécurisation. L'administration fédérale de l'assurance-emploi est aussi un problème dont je pourrais parler plus tard si j'ai le temps de le faire. L'exemple des retraites, c'est pareil. On sait qu'une forte proportion de personnes âgées sont pauvres et on le voit par le fait qu'elles touchent ce supplément de revenu garanti qui est réservé aux personnes pauvres. C'est un programme fédéral qui aide donc les retraités qui n'ont pas suffisamment de revenus, qui ont des revenus faibles. C'est un programme d'assistance, en fait, pour les personnes âgées. Alors, au lieu d'avoir consolidé le régime des rentes du Québec, au contraire, lors du budget québécois de 2012-2013, on a mis en place, comme vous le savez également, ce qui s'appelle des régimes volontaires d'épargne-retraite, où les employeurs ne cotisent pas, où c'est l'épargne personnelle. Donc, en fait, on est venu individualiser le problème, une fois de plus, au lieu de consolider des garanties collectives. Ça va particulièrement faire en sorte qu'on aménage, en termes de trajectoire, une pauvreté forte pour les femmes âgées. Parce que les femmes, à l'heure actuelle, ont encore des revenus plus faibles, donc vont cotiser moins en termes de retraite. Elles ont encore à s'absenter le plus souvent pour donner des soins aux personnes dites dépendantes dans la famille, hein, ont le statut de proche aidant et proche aidante. Et comme elles vivent plus longtemps que les hommes, bien, encore une fois, elles devront se satisfaire de régimes faibles durant longtemps. Donc, il est clair qu'en termes de trajectoire, l'orientation qu'on a suivie au niveau des retraites nous aménage une pauvreté à long terme. Alors, lorsqu'on regarde ça dans une perspective de parcours de vie, il est certain que ça prend une toute autre allure. Les proches aidants, c'est un peu la même chose. C'est cette fois une réflexion sur la qualité du travail au sens large, travail différent donc de l'emploi. Hein? En fait, la catégorie générique, c'est le travail. Il y a du travail rémunéré, reconnu, qui est le travail fait en emploi, et il y a le travail moins bien reconnu, clairement. Il l'est un peu par le biais de mesures fiscales, mais néanmoins, et fait dans l'espace domestique, c'est du travail qu'on qualifie encore de domestique. Alors, cette qualité de l'emploi, il faut l'envisager aussi de façon large par rapport à la qualité du travail. C'est pour ça que j'ai dit qualité du travail et qualité de l'emploi. Bien, il est clair qu'avec tous les changements qu'on a pu observer dans nos politiques de soutien, donc de santé, services sociaux notamment, où on a désinstitutionnalisé, mais ça date déjà d'un bon moment, hein, les personnes des hôpitaux avec le tournant aussi du virage ambulatoire et tout ça, on a vu une hausse du travail domestique se faire parce que, précisément,
les personnes malades ou c'est pas que les enfants qui sont des personnes dont on doit qu'on doit prendre en charge. Donc, on a vu une hausse de ce travail au sein de la famille, qui est une hausse du travail contraint. Hein, c'est comme lorsqu'on parle de travail à temps partiel, on parlera de travail volontaire ou involontaire à temps partiel, mais au sein de la famille, c'est pareil, c'est un travail contraint. S'il y avait des services sociaux en quantité suffisante, je ne pense pas qu'on observerait cette même pression sur les épaules des proches aidantes et des proches aidants dans la famille. Donc, il est clair ici encore que c'est une baisse de la qualité du travail domestique, parce qu'il est contraint davantage. C'est une baisse de la qualité de l'emploi des femmes aussi, parce qu'on a observé que de nombreuses pertes de revenus sont associées au statut de proche aidant. On a vu, ce sont des études qui ont été menées par Diane Gabriel Tremblay et Maryse Larivière notamment, à l'effet donc que les transitions que connaissaient les personnes proches aidantes étaient souvent de passer du temps plein au temps partiel, parce qu'on n'y arrive plus, ou de simplement aussi laisser son emploi, parce qu'on n'arrive plus à faire face à la double tâche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un impact économique majeur qu'on observe dans le fait précisément qu'on ait une si faible qualité du travail et de l'emploi. Donc, encore une fois, si vous êtes obligé de passer au temps partiel, obligé de vous retrouver sans emploi et dans la famille à toucher des crédits d'impôt pour proche aidant, bien, il est certain que vous n'êtes pas en train d'engranger des cotisations pour assurer votre revenu à la retraite. Alors, vous voyez qu'en termes de parcours et de trajectoire professionnelle, l'impact est très, très grand. Alors, c'est ça l'idée des trajectoires professionnelles, de sécuriser, c'est-à-dire d'essayer de saisir tous ces impacts à long terme qui existent. Au Québec, on sécurise mieux ce qu'on appelle le risque social famille. On sait qu'on a eu, et qu'on a encore, mais je ne sais pas pour combien de temps, la politique familiale la plus avant-gardiste en Amérique du Nord depuis la fin des années 90, en 97 plus précisément. On sait que ça a eu un impact majeur également sur les taux d'emploi des femmes, de telle sorte d'ailleurs que le gouvernement a même vu que c'était rentable pour lui de mettre en place les services de garde. Des études ont été faites qui ont montré que pour 100 $ d'investissement dans les services de garde, il y avait un retour fiscal de 104 $. Donc, en clair, le gouvernement y gagne parce que les femmes vont davantage occuper des emplois, elles vont payer des impôts, etc., etc., ce qui fait qu'au total, on est gagnant. Alors, ça aussi, c'est associé à une vision large de la question de l'emploi. Ça oblige à sortir du cadre étroit des entreprises quand on analyse les coûts. Ça oblige de sortir du cadre étroit d'une comptabilité très restreinte quand on regarde les finances publiques. Ça force à examiner quelles sont les retombées des politiques publiques à long terme. Alors ça correspond aussi à une idée de sécurisation. L'envers de la médaille, c'est qu'on a négligé les ménages sans enfants et sur le plan de l'aide sociale, notamment, c'est précisément les ménages qui sont les plus mal lotis à l'heure actuelle. Et avec la loi 70, bien, il est évident qu'on n'est pas allé dans le bon sens. Des pistes d'action. Alors, troisième partie, je mets de l'avant ici, bon, là, on est plutôt sur des éléments à débattre. Alors, quand on veut réfléchir à des pistes d'action pour mettre en place la sécurisation des trajectoires professionnelles au Québec ou des parcours de vie, il est sûr qu'on aura à s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. De toute façon, dans les réformes de politique sociale, dans les réformes de régime de relations industrielles, on a de tout temps opéré de cette façon. Notre système de relations industrielles, il est fortement inspiré, vous le savez, des États-Unis. On regarderait nos politiques d'aide sociale, elles ont une inspiration britannique. Notre congé parental est en partie, inspiré aussi de ce qu'a fait la Suède dans le même domaine. Bon, donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, sauf qu'il faut mettre en perspective l'importance de faire ça et de bien cibler ce qu'on appelle des meilleures pratiques, mais de faire très attention à ce terme de meilleures pratiques parce qu'il est très galvaudé et il est souvent utilisé précisément, au contraire, pour diminuer les protections. Mais quand on veut faire de la comparaison internationale, il faut aussi, au point de vue de la méthode, je dirais, être assez, prudent. Hein? C'est sûr que c'est une étape indispensable, mais en même temps, on ne fera pas un simple exercice d'imitation, ça on le sait. Donc, il y a des éléments à prendre en considération pour être sûr qu'on va faire les choses d'une bonne façon.
Bon, je passerai assez vite là-dessus, mais on comprendra tout le moins que ce n'est jamais une seule mesure qui est à l'origine du succès d'un pays, ça c'est clair. On comprendra parce que les institutions sont synchronisées les unes avec les autres. Et la sécurisation, ça nous force à faire ça aussi, à regarder comment nos institutions sont arrimées les unes aux autres et de quelle manière on peut avoir un arrimage qui fasse un nivellement par le haut des conditions de travail et d'emploi. On pensera également à l'idée de complémentarité entre les institutions. Hein? Les arrangements institutionnels, il y a moyen d'avoir une meilleure complémentarité entre eux. L'exemple de l'aide sociale et de l'assurance chômage ici est un bon exemple pour montrer qu'on n'a précisément pas une complémentarité institutionnelle. Vous avez l'aide sociale qui est gérée par les provinces, donc au Québec, ici, et vous avez l'assurance chômage ou assurance emploi qui relève du gouvernement fédéral depuis un amendement constitutionnel de 1940. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une politique de main-d'œuvre qui est bien articulée. Alors, il y a vraiment un enjeu là qui est absolument majeur, mais cette idée de complémentarité, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête quand on cherche à concevoir des politiques publiques orientées vers une sécurisation. On dira aussi qu'il faut faire attention, hein, une cohérence, ça ne veut pas dire qu'on fait un lien de cause à effet. Dans la société, examiner des changements, c'est très rare qu'on puisse dire tel résultat provient de telle cause de façon très claire. Il faut être beaucoup plus nuancé que ça. Il faut aussi comprendre que les institutions s'inscrivent dans une trajectoire historique, donc de longue durée, puis qu'on ne change pas en général, sauf en cas de révolution, les institutions de façon totale. Hein. Encore là, il faut être nuancé dans les approches et penser, si on veut faire des changements, que les choses vont se faire aussi de manière plus graduelle. Et c'est souvent de façon tâtonnante, c'est-à-dire que c'est par essai-erreur, dans le cadre de contextes politiques spécifiques, c'est dans le cadre de négociations dont on ne peut pas prévoir l'issue, les issues, bien entendu. Donc, tout ça se fait aussi d'une manière, il n'y a pas de schéma prédéterminé qu'on peut utiliser, se dire ça existe de telle façon, à tel endroit, nous, on veut faire ça de telle façon également, et puis voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Il faut être beaucoup plus modeste quand on pense à ces politiques. Quand on veut aussi modifier nos politiques, il faut avoir à l'esprit qu'on a une cohérence sociétale aussi. Au Québec, on a des institutions qui nous donnent notre particularité, hein, on le sait. Il y en a un certain nombre ici qui sont, j'ai mis éléments de diagnostic, c'est au sens où il s'agit de faire le bilan de ça. Si on veut faire de la sécurisation, il faut savoir où est-ce qu'on arrive, dans quel contexte institutionnel on opère, puis tenter de comprendre les logiques existantes. Alors, on sait, par exemple, qu'on a ces statuts atypiques qui sont faiblement protégés quand on se compare à d'autres pays. On sait que, je l'ai dit, nos transitions face au chômage sont très déficiente. On sait cependant qu'on a une tradition d'interventionnisme d'État qui est plus affirmée qu'ailleurs en Amérique du Nord. Bon, bien ça, c'est un levier. Hein? Il y a des éléments comme ça sur lesquels on peut se baser pour essayer d'avancer, de faire avancer les choses. Instance partenariale originale aussi, hein? Commission des partenaires du marché du travail, j'en connais pas d'équivalent ailleurs en Amérique du Nord. Donc ça aussi, ce sont des points, des lieux où la négociation prend forme. Hein, quand je parle de la dimension de la négociation qui est inhérente à la perspective de la sécurisation, il faut qu'elle ait des lieux pour s'exprimer. Et puis, plus il y a des espaces centralisés, comme la Commission, bien, plus on peut avancer. Sauf que ces instances n'ont pas nécessairement toujours la légitimité qu'on souhaiterait qu'elles aient. Hein? Caractère consultatif, non pas décisionnel, faible légitimité accordée aux organisations syndicales, morcellement de l'action syndicale, faible représentativité des organisations patronales aussi. Quand on a des vis-à-vis qui représentent eux-mêmes ou à peu près, là, qui n'ont pas vraiment un ancrage sur le terrain, on ne peut pas avoir des négociations qui vont aussi loin que lorsqu'il y a une forte représentativité. Donc, tous ces éléments-là doivent être pesés aussi quand on réfléchit à la sécurisation. L'élément du... je continue. Donc, un autre enjeu qui est important, qui a l'air un petit peu abstrait quand on l'amène a priori, mais c'est celui du renouvellement de la théorie économique. La chose est la suivante, c'est que de plus en plus, on a une insatisfaction face à la manière dont les discours économiques s'élaborent. Je ne parle pas uniquement des discours politiciens,
ou des politiciennes. Je parle des discours qui sont élaborés par les économistes eux-mêmes. Je suis une économiste, mais je suis une économiste, le mais est important, je suis une économiste qui travaille, tout comme mes collègues économistes au département des relations industrielles, d'ailleurs, à l'Université Laval, nous travaillons avec des schémas théoriques qui ne sont pas ceux de ce que l'on appelle l'économie standard. L'économie standard, c'est un discours qui est monolithique et c'est le cadre théorique qui est enseigné dans nos départements d'économie des universités québécoises et pas uniquement québécoises. Il y a un débat terrible à l'heure actuelle en France sur ces enjeux-là actuellement, mais il y en a, c'est la même chose ailleurs. Il y a un discours monolithique qu'il faut briser si on veut être capable de faire avancer des agendas progressistes. Et ça ne vaut pas que par rapport à la sécurisation. Et il faut vraiment pouvoir remettre en cause ces enseignements. L'exemple... Donc, c'est vraiment remettre en cause le discours des économistes, hein, comme je l'indique ici, pour penser la société comme une structure de relations sociales fondée sur l'interdépendance et la solidarité. Mais je pourrais vous en parler des séances entières de cette question-là. Ça touche vraiment beaucoup d'éléments. Vous avez un très bon exemple avec le débat sur le salaire minimum. Le débat sur le salaire minimum, qu'on veut hausser à 15 $. Alors, on se mobilise, les gens font un travail formidable, le gouvernement se laisse, prête l'oreille, on ne sait pas trop où il veut aller, l'État dit non, Couillard dit peut-être, enfin, ça pas clair, mais toujours est-il qu'on a une certaine ouverture, surviennent donc les organisations patronales, disent on va faire des études, et intervient, bien entendu, dans le débat, celui dont la parole n'est nullement contestée, qui s'appelle Pierre Fortin, et qui, depuis des décennies, a toujours fait en sorte que le débat sur le salaire minimum reste dans les ornières dans lesquelles il se trouve encore. C'est-à-dire, on ne peut pas l'augmenter, ça crée des pertes d'emploi. Vous allez avoir, quelqu'un va venir vous en parler tout à l'heure. C'est un bel exemple d'impact du discours des économistes sur les politiques publiques. Et ça, quand on parle de réformer l'enseignement de l'économie dans les universités, on n'est pas du tout sur des enjeux abstraits détachés du monde de l'emploi et du travail. Vous le voyez très clairement. Et ça, je pourrais encore une fois vous donner moult exemples qui vont dans le même sens. Donc, c'est un enjeu de base, parce que la sécurisation, ça veut dire mettre en place des politiques progressistes, ça veut dire contester des schémas de pensée qui font en sorte qu'on peut très souvent ne pas agir. On est coincé, notre action est neutralisée par le fait qu'on se fait dire qu'on ne peut pas faire ça, qu'on ne peut rien changer à un certain ordre établi et que c'est comme ça que ça se passe dans la vie économique. Et puis, va te rasseoir parce qu'il n'y a rien à faire. Alors, il y a un certain déterminisme qui est dans l'air ambiant, qui est associé au fait qu'il n'y a pas d'autres cadres théoriques qui ont plus d'espace dans nos universités. Et je parle surtout des départements de sciences économiques. Bon, l'idée directrice, et là, je ne sais pas combien de temps il me reste encore, mais bon, je continue ici. Pardon? Oui? D'accord. Donc, j'ai 40 minutes, c'est 30 minutes, on m'avait dit. J'ai déjà dépassé. J'ai presque fini. Donc, l'idée directrice de la sécurisation, c'est vraiment la question de la qualité du travail et de l'emploi. Ça renvoie en termes, parce qu'après, il faut réfléchir. Une fois qu'on a fait les mises, le cadrage que j'ai fait précédemment, là, à savoir réfléchissons sur la méthode, la façon dont on va s'inspirer des expériences étrangères, comment on va les intégrer dans notre univers institutionnel, comment on doit réfléchir à déconstruire des discours qui sont extrêmement importants sur la façon dont on réussira à faire avancer nos agendas. Bien, une fois qu'on a dit tout ça, on peut réfléchir ensuite à ce qui s'appelle des dispositifs, c'est-à-dire des politiques publiques qu'on tentera de mettre en place. C'est un mix de dispositifs traditionnels et nouveaux. Ça veut dire qu'on ne fait pas table rase du passé, ça n'existe pas, ça, quand on fait des réformes. On est toujours avec nos institutions qu'on va tenter d'améliorer, et en particulier celles qui se sont avérées être protectrices. Alors, nos assurances sociales et nos services publics, ça fait partie de l'arsenal des politiques publiques qu'on a qui sont déjà très protectrices. Il faut les renforcer.
Il faut les renforcer, il faut leur donner cependant une nouvelle extension. Il faut qu'il y ait une réflexion sur la manière de les élargir pour intégrer des droits nouveaux. Ces droits nouveaux, on les associera donc au parcours professionnel. On peut penser à ce qui s'appelle des droits de tirage sociaux, ou ce qu'on attend, ce qui va se mettre en place au début de l'année qui vient, le 1er janvier 2017 en France, qui s'appelle un compte personnel d'activité. Bon, ce sont des exemples de nouveaux droits qui sont des comptes où on va accumuler des droits à la formation, des droits pour avoir des pré-retraites, des droits pour réduire la pénibilité du travail, etc., etc., qui sont donc universels au sens où ils seraient donc accessible à l'ensemble de la population active. Alors, c'est vraiment ça qui est dans les cartons, c'est un genre de nouveau droit, donc il faut tenter de développer eu égard à nos institutions. Est-ce que c'est le chemin qui est emprunté par la France qu'il faut suivre? La question est soulevée. Est-ce que c'est par le biais de l'assurance chômage, comme ça a déjà été proposé par certains chercheurs, qu'il faut procéder? Comment les articuler? Bien, c'est un exemple à regarder. Alors, de telle sorte qu'on puisse avoir donc des instruments qui vont faire en sorte que, tant dans l'emploi, la famille, l'éducation, la formation ou le chômage, on ait ces mix d'anciens droits et de nouveaux droits qui vont sécuriser l'emploi. Alors, des droits de passer du temps plein au temps partiel ou inversement. Là-dessus, les Pays-Bas ont tracé la voie depuis longtemps. Il y a des choses à aller regarder de ce côté-là. Le droit du salarié, bien, évidemment, il y a des règles très spécifiques de consultation avec les employeurs, évidemment, sauf qu'il y a un droit de pouvoir changer de statut et c'est réversible. On peut demander un temps partiel et 2 ans après, vouloir revenir au temps plein. Et tout ça est géré à travers des droits généraux. Des groupements d'employeurs où on chercherait à sécuriser des trajectoires d'emploi au sein d'un même groupe d'entreprises, différents droits de carrière, un ensemble. Bon, quand je pense à la famille, on a en tête les dispositifs d'articulation emploi-famille auxquels vous réfléchissez durant ce colloque aussi, services publics renforcés et diversifiés, qui passent aussi par des pratiques de GRH différentes. Ça requiert aussi le développement d'indicateurs statistiques nouveaux, ça aussi. Si on va aller regarder la qualité du travail domestique, il va falloir faire ça. L'approche en termes d'investissement social, c'est-à-dire de voir comment il faut, et de droits de l'enfant. De plus en plus, il y a une réflexion qui s'opère sur les droits de l'enfant, comment il faut accorder des droits à tous les enfants. Donc, par exemple, à une éducation de qualité à travers l'accès à des services de garde universels. Alors, on comprend que beaucoup se joue à la petite enfance et que si on veut travailler en amont de façon préventive, c'est là qu'il faut aller consolider ce qui se passe, les parcours. Chômage, bien encore une fois, va falloir qu'on discute, qu'on débatte. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? L'espèce d'incohérence dont j'ai parlé précédemment, changement de juridiction, jusqu'où on peut aller, en négociation d'une entente administrative avec le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Comment on remodèle notre assurance chômage? Retraite, là encore, il y a différentes options qui se présentent. Renforcement du régime des rendus du Québec, c'est incontournable. Droit préventif, faire en sorte qu'on puisse, par exemple, dans certains pays, durant qu'on est à l'assurance chômage, on peut accumuler des droits à la retraite. Bon, bien, comment on arrime les dispositifs les uns aux autres et des emplois de transition? Bon, toutes sortes d'exemples que je n'ai pas le temps de décrire en détail, mais qui donnent des pistes pour la réflexion. Dernier point, sans doute, parce que je sens que là, ça fait un moment que je parle, un point majeur, c'est comment on va articuler les droits collectifs et les droits individuels. Il est certain que la sécurisation, ça veut dire qu'on ne responsabilise plus de façon individuelle les gens pour les problèmes qu'ils rencontrent et les situations dans lesquelles ils sont, que ce soit l'aide sociale, que ce soit le chômage ou toute autre situation. Mais il s'agit de réfléchir à des droits collectifs dans lesquels on va ancrer des droits individuels. Parce que les comptes dont j'ai parlé tout à l'heure, les droits de tirage sociaux dont j'ai parlé rapidement, ce sont des droits individualisés. Donc, il faut bien voir la différence entre une responsabilité individuelle et le fait qu'on veuille développer des droits individualisés. Dans tous les cas, il y a un ancrage collectif qui s'opère. Alors là encore, il y a des débats qui nous font réfléchir à ces questions.
Revenu minimum garanti, ici, ça relance vraiment cette question de l'articulation droit collectif, droit individuel. Je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais je le mentionne, je pourrai en reparler plus tard. Et c'est pareil pour la loi, ce qui a réformé le Code du travail en France, qui a aussi, à sa manière, en suscitant énormément de mobilisation sociale et de débats politiques et entre les organisations syndicales également, qui a aussi posé de façon très directe cette articulation. Les autres questions, ben, vous les avez. Hein, je ne veux pas parler trop longtemps, je veux qu'on ait du temps pour les échanges. Mais il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. De quelle manière, par exemple, on pourrait faire en sorte qu'on donne un espace plus large aux ministères à vocation dite sociale au sein de notre gouvernement. C'est un exemple parmi les différentes questions qui sont là. Comme on a tendance à mettre au premier plan ce qui s'appelle l'économie, au deuxième plan social, bien, ça se répercute, ça, dans les politiques publiques. Les vrais ministères importants, ce sont les ministères économiques, hein, le ministère des Finances, le ministère du Développement économique, etc., etc. Les ministères à vocation sociale, travail, santé, éducation, c'est du social. C'est moins important, on verra ça après. Bon. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ils sont tous importants et ils sont tous une dimension économique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, comment faire comprendre que ces ministères ont je pense ici, bien entendu, au ministère du Travail et tout ce qui relève de l'emploi, donc emploi et solidarité sociale, qui est curieusement mixé, mais bref, c'est une autre histoire. Toujours est-il que si on veut faire avancer un agenda de sécurisation, il faut impérativement que ce qui s'appelle ministère du Travail ou de l'Emploi ait une écoute tout aussi importante que le ministère des Finances. Alors, nivellement par le haut, l'idée, c'est de faire en sorte que les statuts d'emploi et de travail soient nivelés par le haut par le biais de la qualité du travail et de l'emploi, par une stratégie d'action publique qui est diversifiée, où de nouveaux espaces de négociation vont apparaître. Et bien sûr, il y a un rapport de force à construire pour ça, et ça passe par ce qui s'appelle une vision d'un plein emploi renouvelé. Encore une fois, je dois ne pas expliquer, parce que je n'ai pas le temps, mais l'idée de plein emploi, il faut se la réapproprier et la repenser au regard des nouveaux enjeux. Et ces nouveaux enjeux, bien, ils incluent également tout ce qui s'appelle dimension écologique, ce qui est aussi intégré dans la réflexion à l'heure actuelle sur la sécurisation des trajectoires professionnelles. Alors, merci.